Donc le but de ce colloque, et c'est vraiment une petite partie d'introduction qu'on va faire ensemble maintenant, c'est vraiment de jeter un regard sur le passé. C'est pour ça que j'ai trouvé un beau rétroviseur, avec 3 ans d'expérience Covid et 5 ans de protection des données. Donc ce qui sont une collusion en fait de 2 événements et réglementations différentes. Alors 25 mai 2018, c'est le début du RGPD, Règlement général sur la protection des données, dont je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, dont le but c'est vraiment fondamentalement de protéger les droits et libertés des personnes. C'est vraiment de protéger le droit à la vie privée, et ça a vraiment été la base. On verra après que ça n'a pas toujours été respecté. Vous vous souvenez sans doute de cette fameuse, on a beaucoup utilisé cette image dans le cadre du Covid, où on a effectivement clôturé le monde, et vous verrez aussi tout à l'heure avec mes collègues scientifiques, le fait que, a-t-on eu raison de fermer le monde pendant quelques années? J'imagine que vous avez une vague idée sur la réponse. Et donc, l'idée, c'est aussi de voir aujourd'hui, avec les informations qui commencent à sortir au niveau scientifique, de voir un peu où on en est. Alors, j'ai voulu me rendre compte, en fait, que finalement, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réagi? Pourquoi est-ce qu'en particulier, la Belgique, il n'y a pas eu de réaction particulière? Il y a eu certains moments, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début du confinement, il y a une restauratrice liégeoise qui s'est suicidée. Et donc on s'est dit, mais enfin, les gens vont réagir. Mais il y a eu une manifestation de 40 restaurateurs à Liège, et puis ça s'est arrêté là. Donc il y a eu une espèce d'apathie. Donc je me suis posé aussi la question de savoir pourquoi. Et je suis remonté quand même relativement loin, puisqu'on est au XVIIe siècle, où le pape de l'époque disait, mais le peuple ne se laisse guider ni par la raison ni par le conseil. Il ne fait aucune distinction entre le bien et le mal. Il apprécie et estime peu de choses selon la vérité, beaucoup de choses selon l'opinion générale. Il est inconsistant, facile à être trompé et être conduit à tous les excès. On aurait pu écrire ça hier. Alors on a été submergé par un bruit assourdissant d'informations, de désinformations, avec en plus la prise de parole d'experts en Facebook pandémie. Ça a été hallucinant, et à tel point que des familles se sont disputées, que dans les dîners de Noël où on évitait généralement les sujets politiques à la région, on a décidé qu'on n'allait plus parler de pandémie ni de vaccin non plus, sinon on allait se taper dessus. Et on s'est retrouvé dans des situations dans lesquelles on n'invitait plus le cousin Bernard parce qu'il n'était pas vacciné. Enfin, j'ai dit Bernard par hasard. Ça n'était pas personnel. Et donc on s'est retrouvé dans une relation un peu compliquée entre finalement des faits, la science et le bruit, c'est-à-dire un peu n'importe quoi qui était passé. Et je voudrais en revenir en fait à une définition d'Étienne Klein qui a beaucoup écrit pendant la pandémie. Étienne Klein qui est un philosophe des sciences. Et il disait en fait le problème assez souvent c'est que les gens confondent recherche et science. La science c'est ce qu'on sait. La Terre est ronde. Bon, même s'il y a encore 30% d'Américains qui considèrent qu'elle est plate, c'est, je dirais, factuellement démontré. Donc on a des images de l'espace, enfin on le sait. Bon. Par contre, il y a la recherche. Et la recherche, c'est ce qu'on ne sait pas. Et c'est un des avantages de la science, justement, c'est qu'on met en place toute une série de choses pour essayer de savoir. Et donc les chercheurs font des tentatives, émettent des hypothèses. Une hypothèse, comme vous savez sans doute, c'est quelque chose qui est valable tant qu'on n'a pas démontré le contraire. Et donc, il y a nécessairement un aspect évolutif de la recherche. Et cette confusion entre science et recherche a été vraiment quelque chose d'assez permanent pendant le Covid, où des gens affirmaient des choses qui n'étaient en fait qu'en l'état de recherche. Et donc, la différence entre le fait, la recherche et finalement des informations fausses et les fameuses fake news, la frontière a été parfois assez faible. Et donc on a vu arriver, alors vous avez sûrement découvert le mot pendant la pandémie, c'est ce qu'on appelle les ultra-crépidariens. Les ultra-crépidariens, c'est des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et il y en a beaucoup. Et donc on a appris aussi, on les a appelés aussi les toutologues, c'est-à-dire les gens qui ont un avis sur tout. Et ça me fait penser à cette superbe phrase de Coluche, qui en parlant d'un expert disait « il a des avis sur tout, mais il a surtout des avis ». Et en fait, c'était hallucinant de voir arriver ces gens qui parlent de tout. Et ça c'est pas fini. Il y a quelques jours, à la RTBF, ils invitent le matin ce qu'ils appellent des débatteurs. Alors les débatteurs, c'est des gens qui
parfois sont universitaires, journalistes ou autres, et on leur demande leur avis sur les sujets du jour, que ce soit la guerre au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, l'évolution de la pandémie, enfin tout. Et on s'est retrouvé, là, quelques jours, j'allais donner cours, j'écoutais la RTBF en voiture, et on leur demandait leur avis sur TikTok. Parce que les fonctionnaires fédéraux ne peuvent plus utiliser TikTok. Bon, Di Rupo a décidé de continuer, moi c'est autre chose. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on a entendu ces deux personnes pendant 10 minutes, alors que la première phrase qu'elles ont dite, toutes les deux, c'est « Je ne suis jamais allé sur TikTok ». Et donc, quel est l'intérêt d'inviter pendant 20 minutes deux débatteurs pour débattre d'un truc dont ils avouent eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas. Mais par contre, après ça, ils ont raconté plein de choses. Hein. Quel est l'intérêt? Alors, il y avait quand même un des deux dont un fils était sur TikTok. Donc, c'est intéressant. Et donc, comme on est quand même dans un colloque scientifique, on ne peut pas ne pas parler de l'effet du Dunning-Kruger qui a été inventé par deux psychologues américains sur la façon dont on envisage la connaissance. Alors, la connaissance, ça commence par le fait que on apprend 2-3 trucs. Et donc au début, on a l'impression qu'on sait tout. Et c'est à cet endroit-là, où on a d'ailleurs mis un logo Facebook, ça c'est les experts Facebook. Ils ont vaguement appris quelque chose, ils ont lu 3 communiqués de Centreno, et donc c'est bon. Donc ils sont experts en virologie. Notre ami Bernard a fait quand même quelques études sur le sujet, qui n'ont absolument aucune valeur par rapport aux 3 posts Facebook, comme chacun sait. Et ce n'est qu'à partir du moment où on arrive à un certain moment de se dire, on va peut-être lire 2-3 trucs de plus, qu'on commence à se rendre compte que finalement on ne connaît rien du tout. Par contre, certains s'arrêtent au premier stade, malheureusement. Et alors, au fur et à mesure qu'on commence à rentrer dans la connaissance, on se rend compte que, oui, d'abord, on commence à connaître des choses, et plus on sait, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Rappelez-vous la célèbre phrase du philosophe grec en fin de vie, qui disait quel est un peu ton bilan de ta vie, il dit je sais que je ne sais rien. Et ça, c'est le bilan de la science aussi, quelque part. C'est de savoir qu'on ne sait pas grand-chose. Alors, il y a aussi un élément intéressant pendant le Covid et après, ça a été ce fameux point Goodwin, dans le point Goodwin, où, pour les latinistes, la réduction habite les roues. C'est-à-dire que dans une discussion, à partir du moment où vous traitez quelqu'un de fasciste, c'est fini. Il est mort. On ne parle pas avec un fasciste. Enfin, j'espère que vous en êtes convaincus. Et donc, à partir du moment où vous êtes traité de fasciste, c'est fini. Vous perdez toute crédibilité. Quoi que vous disiez, c'est fini. Et donc, on a fait évoluer quelque part ce point Goodwin vers la notion de complotiste. Et donc, dans une discussion, et vous l'avez encore aujourd'hui, quand on voit les bouquins qui sortent récemment, quand ces gens passent sur les plateaux de télévision en amenant des statistiques du gouvernement français ou, comme Alexandra, son bouquin sur l'ARN messager, d'office, complotiste. Et si complotiste, donc insignifiant, donc ça n'est pas bon. Et donc c'est devenu aussi une espèce d'insulte habituelle dans les réseaux. Alors j'aime bien beaucoup Étienne Klein qui a écrit un petit bouquin qui prend une 30aine de pages et qui est encore en vente chez Filigrane si vous voulez, et dont le titre est merveilleux, c'est « Je ne suis pas médecin, mais », qui a été en fait le début de beaucoup de discussions, et qui justifie « Je ne suis pas virologue, mais j'ai évidemment un avis sur la question. Je ne suis pas virologue, mais Bernard Antier raconte n'importe quoi. » Il a quand même fait quelques études sur le sujet. Donc le « Je ne suis pas médecin, mais » a été vraiment très utilisé. Et il donne 2 exemples que je voudrais vous partager. Le premier, c'est que, tout début 2020, Le Parisien, qui est un journal français, fait un sondage auprès des Français pour demander « Est-ce que vous croyez que l'hydrochloroquine est utile contre le Covid-19 » 60% des gens non, 30% des gens oui, 10% je ne sais pas. À ce moment-là, personne ne sait. Mais 90% des gens ont répondu. C'est ça le problème. Autre exemple qui est cité par Étienne Klein, tout au début du Covid, un prix Nobel de médecine américain est invité sur CNN. On lui demande son avis sur l'origine du vaccin, il dit « je ne sais pas ». On lui demande son avis sur les conséquences du vaccin, il dit « je ne sais pas ». Aujourd'hui, personne ne sait. Il n'a plus jamais été invité. C'est pas intéressant d'avoir quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des débatteurs qui en avis sur tout, qui vont à la limite s'engueuler, ça fait monter l'audience, mais on n'a pas de vérité scientifique. Et en plus, c'est extrêmement difficile d'analyser les chiffres, et pour lancer la discussion, je vais vous faire un petit exercice, mon côté proche, je ne peux pas m'en empêcher.
Un exemple, et je vous demanderai votre réponse. Imaginons que vous avez une nouvelle pandémie, une nouvelle maladie, non repérable. Donc on ne sait pas si on l'a ou si on ne l'a pas. Et des chercheurs trouvent un vaccin qui est efficace à 95%. Ça vous rappelle quelque chose? Je ne vais pas changer l'efficacité du vaccin pendant l'exercice, hein, vous inquiétez pas. Donc, une personne sur 1000 est infectée, on fait un vaccin, 95% d'efficacité. Imaginons qu'une personne est identifiée positive, quel est son pourcentage de chance d'être infectée? Donc, vous avez fait le vaccin, on dit vous êtes infecté, sachant donc qu'il y a 5% de faux positifs puisque le vaccin est efficace qu'à 95%. Quelle est votre chance d'être infecté? Alors, qui considère que c'est 2%? Il y en a un au fond. Qui considère que c'est 5%? Il faut quand même répondre. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ne filme pas la salle. Donc, on ne va pas vous mettre la honte. Voilà. Qui considère que c'est 50%? 95%? Il y en a 3 qui ont répondu. Hein, donc, qui considère que c'est 99%? Et en fait, c'est 2%. C'est 2%, pourquoi? Parce que imaginez, vous faites un test, vous prenez 1000 personnes à qui vous donnez le vaccin. Comme il y a 5% de faux positifs, donc il y en a 50 qui ont reçu le vaccin, dont on dit qu'ils sont infectés et qui sont positifs, et une qui a reçu le vaccin et qui est vraiment malade. Donc le ratio, c'est 1 sur 50. Donc c'est 2%. Oui? Mais le test n'était déjà pas valable. Ça, c'est autre chose. On va pas. Alors, si on commence à dire qu'un vaccin 95% n'est pas efficace, on est parti sur le débat, et je ne suis pas, franchement, j'essaie de rester dans ma sphère de compétences, donc je ne donnerai pas mon avis sur les vaccins et tout le reste, parce que j'y connais rien. Alors, ce qui est intéressant quand on voit ça, c'est se dire que finalement, et ça vient aussi d'Étienne Klein, j'ai oublié de citer, ce qui est important, c'est que finalement, le ressenti est plus important que la science. J'ai l'impression que, je me dis bien que, je crois que, enfin, la croyance, c'est de la religion. Vous croyez ce que vous voulez. Mais la question, c'est ça. Et donc, à partir du moment où on croit, ben, ça suffit. Et finalement, ça permet aux gens de s'exprimer sur les réseaux par rapport à ce genre de choses. Alors, je voudrais qu'on mette ce colloque sous comment dirais-je, le parrainage de Brandolini. Alors, Brandolini, il a écrit ce fameux tweet qui est devenu la loi de Brandolini, qu'on a appelé la bullshit asymétrie. C'est-à-dire qu'en fait, le temps nécessaire à ramener la vérité après une connerie est extrêmement plus important que la connerie qu'on dit. Et donc c'est pour ça qu'on va passer une journée ensemble à vous expliquer des choses que les autres ont affirmées comme ça, sans aucune justification. Donc vous avez aujourd'hui, et j'aime beaucoup la loi de Brandolini, donc vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont tous venir parler de ce qu'ils connaissent, qui sont des scientifiques, qui sont des juristes, et qui vont parler de ce qu'ils ont fait dans leur sphère de compétences. Et donc je vous rappelle, donc lors du colloque, en fait on va avoir Sarah Barça qui va nous parler, qui est avocate, et chargée dans cette... Enfin, je ne vais pas faire toutes les introductions parce qu'il va les faire. Et donc il va nous parler des droits fondamentaux de façon globale. Je reviendrai prendre la parole concernant la protection des données personnelles et le RGPD, savoir où on en est après 5 ans. Et puis nous allons avoir les célèbres deux Audrey. Ce sont deux avocates qui ont beaucoup œuvré pour les associations dont Notre Bon Droit, la Ligue des Droits Humains et autres, pour attaquer des décisions notamment du pouvoir politique, et qui viendront faire un peu le point là-dessus. Et puis, cet après-midi, vous aurez le côté plus, je dirais, scientifique sous la présidence de Bernard, qui nous expliquera aussi où on en est en fait dans la recherche quelque part en Europe aujourd'hui. Et puis on rentrera dans des choses un peu plus pointues, comme le point de vue médical sur la gestion du Covid de Frédéric Caruso, où en est la science aujourd'hui finalement avec Elisabeth Paul. Et puis Olivier Servet nous parlera des conséquences psychologiques et sociologiques du Covid, et notamment sur la santé mentale des jeunes. Puis
nous terminerons avec Vincent Laborderie qui abordera plutôt le côté politique et voir justement où on est, le pouvoir politique aujourd'hui, ce qui est important, et puis Isabelle conclura la réunion. Voilà, je vous souhaite un excellent colloque. Je signale à tous les autres orateurs que moi j'ai tenu mon temps de parole et qu'il est juste 15h01. Et que donc, j'aimerais bien que mes collègues fassent la même chose. Je vous remercie.